je suis allé voir un oncle à moi, je lui disais que je voulais travailler pour les vacances. Il m'a dit, écoute, il n'y a que des chantiers ici. Et dans les chantiers, on gagne 855 francs par jour. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. J'ai envie de travailler, j'ai envie de gagner de l'argent. Je travaille toute la semaine dans les chantiers et le week-end. Ça, c'était déjà l'été. Oui, le week-end en discothèque pour gagner 1500. Ouais, déjà à la fin de la semaine, ça faisait un bon petit pactole. Voilà, ils me disent, vous voulez faire quoi? Je réponds, je veux faire la promotion de la musique sénégalaise. Vous avez de l'expérience? Je fais un peu de discothèque, c'est la réponse que j'ai livrée. Alors, on va vous tester. Comment est-ce que vous allez appeler cette émission? Je réponds par Sap Degin Datsai. Qui veut dire? Tout le monde éclate de rire. Tous ces grands-là, ils éclatent de rire. Ils me disent, c'est quoi? Sap. Au Sénégal, quand on dit sap, ça veut dire que c'est bon. Le goût. Le goût. Degin, c'est le tam-tam qui fait gudegin, gudegin, gudegin. Ndat, c'est une position. Et sai, quand on a fini de danser, on quitte le milieu par un sai. Sap degin dat sai. Mesdames et messieurs, bienvenue pour la suite et fin de notre émission consacrée à Boops, le meilleur présentateur télé et radio du Sénégal. Bonsoir Boops. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté de partager une fois de plus ton expérience avec nous et nos téléspectateurs. Le plaisir est pour moi. On le disait dans la première partie de notre émission, tu as toujours voulu faire de la radio, puis de la télé. Alors, il y a quelques années, tu décides cette fois-ci de te lancer dans la production télé et tu crées une télé-réalité. C'est un carton d'audience. Comment t'es venue l'idée? Alors, Youssou N'Dour devait créer une télé et il comptait sur moi pour véritablement lancer la télé. À chaque fois, quand il y a des gros trucs, il m'appelle chez lui, on échange, il me dit véritablement, la télé arrive, prépare-toi. Je commence à réfléchir, des voies et moyens de développer un tout petit peu ce qui va se faire à la télé prochainement. Et je commence un peu à prendre sur moi pour lancer la télévision Futur Média, la TFM, la télé Youssou N'Dour. Et j'imagine un peu un faux mariage entre Boops, que les gens aiment bien au Sénégal, et Miss Sénégal 2008, Cathy Chimère. Donc deux icônes du Sénégal. Voilà. Et la Miss était toute petite, très classe et très belle. Et moi un peu connue. Et je dis, je vais faire un faux mariage. Et comme au Sénégal, les Sénégalais musulmans ont le droit de prendre deux épouses, je vais prendre une deuxième épouse. Et comme les femmes sénégalaises sont très jalouses, j'ai joué sur cette jalousie-là pour dire que je vais prendre une deuxième femme. Et puis c'était parti comme ça. Et tenir les gens en haleine. Dans les salons de coiffure, à la maison, les journaux sont pris au piège, les magazines sont pris au piège, les sites internet sont pris au piège. Je lance comme ça la télé du Youssou N'Dour. Ça s'appelle Un café avec. Et tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et ce faux mariage est diffusé en direct à la télé. Wow. Et c'est un pic d'audience, c'est un boom. Véritablement, les gens se disent, mais la TFM, là, qu'est-ce qu'ils font comme ça? Ce garçon-là, qu'est-ce que sa première femme lui a fait pour qu'il prenne une deuxième femme et en direct à la télé? Il est vraiment méchant. Et c'est parti comme ça. Et c'était véritablement le moment fort des audiences de télévision. Dans tout ce parcours que tu as eu, quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense, c'est ma femme, que je brandis comme un trophée. C'est mes enfants. Ma plus grande fierté dans tout ça, c'est ma femme et mes enfants. Ta famille. Ma femme parce que c'était très difficile. Oui, ma femme parce que
Vous n'imaginez pas, vous, Corinne, votre mari, en train de jouer une émission de télé-réalité, une série télé. Ah non, j'aurais même pas accepté. Voilà, elle était là, sans broncher, à me regarder, à m'encourager, à m'épauler. Elle a toujours été là. Mes deux filles, celle qui porte le nom de ma mère et celle qui porte le nom de ma belle-mère, c'est ma vie. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est ma femme et mes enfants. C'est vraiment mes amis. C'est vraiment Ma femme, elle est particulière, quoi. Elle me soutient, elle m'accompagne, elle m'épaule. Tu as un elle boulot est très toujours là. prenant et j'imagine que ça ne doit pas être du tout facile. Mais si tu devais corriger une erreur dans ton parcours, ce serait laquelle? J'en ai fait parce que quand j'arrive à la radio le matin, je trouve du monde qui veulent me parler alors que j'ai une émission tout de suite. Quand je termine l'émission de radio, j'ai du monde sous l'immeuble qui veulent me parler. Je n'ai pas toujours le temps de parler à tout le monde. Et ça me fait mal. Alors, qu'est-ce que tu penses du niveau des présentateurs et animateurs radio ici au Sénégal ou en Afrique tout simplement? Je disais tantôt que les jeunes Africains sont braves. Vous n'avez jamais vu encore ici en Afrique une école de formation d'animateurs de radio ou de télé? Non. Pas encore. Vous voyez ce qui se fait en radio et en télé dans les pays d'Afrique? Je voyage un peu. Je ne suis pas encore venu à Abidjan, mais je voyage un peu. J'écoute dès que j'arrive dans un pays, dans la voiture, j'écoute les stations de radio. Et tu découvres? Je découvre des gens qui présentent avec le cœur, qui savent le faire avec le cœur. J'entends parler de grands animateurs à Abidjan, à Conakry. Vous voyez? Et c'est des gens qui, à part peut-être quelqu'un que je connais personnellement, peut-être Robert Brazza, le grand frère, oui. Que je connais. Quelqu'un que j'admire beaucoup aussi. Qui m'avait reçu, on avait parlé de la musique sénégalaise, mais à part lui, ici sur cette terre africaine, on ne trouve pas très souvent les écoles de formation. On n'est pas formé, mais on arrive à tirer notre épingle du jeu. Mais dès qu'on arrive à un stade, il faut se former. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut essayer de fréquenter des écoles de journalisme, des écoles de formation en communication. Ça commence véritablement à naître en Afrique. Et je pense que les jeunes Africains sont braves, très engagés, diffusent la musique africaine, sont en train de promouvoir la musique africaine. Et aujourd'hui, les artistes africains voyagent partout à travers le monde. Certes, ces artistes-là respectent beaucoup les animateurs et les présentateurs en Europe, mais ils doivent aussi, en même temps, respecter les animateurs et les présentateurs en Afrique et leur rendre la monnaie de la pièce, car ils ont été les premiers à diffuser le son avant que quelqu'un d'autre ne sorte de l'Afrique pour aller en Europe. Coucou Corinne, coucou à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Pour cette semaine, nous avons décidé de faire un focus sur les métiers de l'optique. Vous avez pu le constater, de plus en plus de magasins d'optique se créent sur la place. Les élèves qui se dirigent vers cette filière sont de plus en plus nombreux. Quels sont les débouchés de ce secteur? Quel est le niveau de notre formation en Côte d'Ivoire? Pour ce grand format spécial métier de l'optique, nous aurons l'analyse d'un expert opticien, M. Charles Armand Tanoé, propriétaire de 4 magasins d'optique, l'un des leaders de cette filière depuis plus de 15 ans. Allez, suivez-moi. What do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you
Je suis en compagnie de M. Charles Armand Tanoé, propriétaire de 4 magasins d'optique, rien qu'à Abidjan. Bonsoir M. Tanoé. Bonsoir Bibi. Merci de nous recevoir au sein de votre magasin. Tout le plaisir est pour moi. Je rappelle que votre enseigne existe depuis plus de 16 ans, que vous faites partie des rares Africains à avoir obtenu le diplôme d'opticien dans les années 90 à Lille en France. Quel est votre avis en tant que professionnel sur le niveau de ces étudiants qui sortent des grandes écoles et que vous employez? Le niveau de formation des étudiants à l'école d'optique est très bon. Comme vous le savez, nous avons des enseignants qui sont des enseignants d'excellence au sein de l'école d'optique de Côte d'Ivoire. Le programme qui est appliqué est le programme français. En France, par exemple, vous avez l'opticien, vous avez des niveaux intermédiaires, comme par exemple le bac pro optique ou les monteurs-vendeurs, et ce sont ceux-là qui vont réaliser la lunette. L'opticien contrôle la lunette, administre le centre de vision ou le magasin d'optique, il va faire le conseil, l'examen de vue, et donc monter, fabriquer une lunette pour un opticien français, c'est quelque chose qui est accessoire. Il doit savoir le faire, il doit savoir contrôler une paire de lunettes, mais ça reste accessoire. En Côte d'Ivoire, l'opticien qui va faire la paire de lunettes. Donc il est évident que quand on est dans ce type de configuration, il faut par exemple insister davantage sur la formation en atelier par rapport à nos confrères français. Nous, on constate par exemple que lorsque nous formons des jeunes gens aux techniques évoluées ou poussées de montage, ils sont presque systématiquement débauchés. Ça veut dire qu'il y a un besoin dans ce style de compétences au niveau du marché. Alors, Monsieur Tanoé, nous sommes allés à la rencontre d'étudiants qui rêvent, après leurs études, d'être comme vous. Je vous propose de suivre avec nos téléspectateurs cet élément. Si les étudiants ou les élèves s'intéressent à ce métier, c'est parce qu'il y a des débouchés aujourd'hui. C'est un métier qui est nouveau pour l'Afrique et l'école d'optique que nous dirigeons aujourd'hui permet de former ces jeunes-là pour être les plus professionnels, pour s'occuper de la vue des Ivoiriens. Il y a bien entendu qu'avec le diplôme, l'opticien professionnel peut exercer pour une officine d'optique lunetterie et par la suite, avec son expérience, il peut s'installer à son propre compte. Et aussi, il peut être enseignant, formateur, travailler dans la distribution, c'est-à-dire la fabrication des verres ou la fabrication des montures, et aussi dans l'équipement des lentilles de contact. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est M. Dibi Okanri Martial, étudiant en 2e année en optique lunetterie. Déjà, le choix de l'optique lunetterie m'est venu depuis les années de lycée. J'avais cet engouement-là de côtoyer ce milieu et d'en faire un jour mon métier, mon gagne-pain, d'où ma présence ici à apprendre la formation. Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Pierre Fosso Cyril. Je suis étudiant en 2e année BTS optique lunetterie. Je viens du Cameroun. Lorsqu'on est étudiant en optique, on rencontre beaucoup de difficultés. Premièrement, en optique en général, la documentation est insuffisante. Et l'établissement met quand même à notre disposition les brochures pour permettre d'avoir l'essentiel en optique. Deuxièmement, nous avons rencontré des nouvelles matières en optique qui n'étaient pas au secondaire. Je me nomme Cyril Lauré Stéphania, étudiante en optique lunetterie en 2e année BTS. À la fin de ma formation, j'envisage poursuivre mes études dans le domaine de l'optique tel que l'optométrie,
Et ne dit-on pas que la vie est faite d'expériences? Ainsi, je préfère d'abord acquérir de l'expérience auprès de mes dévanciers et ensuite, après quelques années, m'installer à mon propre compte. Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est Touré Ismaël, étudiant en deuxième année BTS optique lunétrie. Dans 10 ans, je serai le président des opticiens de Côte d'Ivoire. Dites-nous, quelles sont les difficultés auxquelles ces étudiants doivent s'attendre? Comme l'a expliqué l'étudiant dans votre reportage, effectivement, il y a un problème que je dirais de documentation et il y a très peu de documentation en optique, c'est vrai. Vous avez très peu de livres en fait sur la formation d'opticien lunetier et c'est vrai aussi que c'est le programme français qui est appliqué. Ils sont formés sur du matériel de pointe numérique que souvent, ils risquent de ne pas retrouver dans les officines ou dans lesquelles ils vont travailler ou tout simplement, lorsqu'ils vont s'installer, ils n'auront pas les moyens d'acquérir ce type de matériel. Le matériel pour débuter peut être un matériel manuel ou semi-automatique, électromécanique. Donc, beaucoup moins sophistiqués que ceux sur lesquels ils ont été formés et qui demandent en fait plus d'implication personnelle, plus de savoir-faire personnel et des fois même une formation spécifique pour travailler sur ce type de matériel. Aujourd'hui, votre enseigne est une référence dans la sous-région. Quelle a été votre stratégie pour devenir un leader dans ce secteur? Alors, la stratégie qu'on a utilisée a été vraiment simple. On a essayé de faire correctement notre métier et le mieux possible. Moi, aujourd'hui, je suis souvent étonné, surpris, quand j'entends les gens qui viennent et qui disent « j'ai un concept. Je vais m'installer, j'ai un concept. J'ai un concept. » On n'entend que ça. Aujourd'hui, il n'y a que des concepts qui arrivent. Il y a un concept pour ceci, un concept pour cela, mais personne n'a fait de l'optique. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'optique, c'est une profession paramédicale. Ce n'est pas un commerce. C'est d'abord une profession paramédicale. La santé de vos yeux n'est pas un commerce. Donc, moi, dans ma conception, il faut d'abord essayer de faire son travail pour le mieux, faire des bonnes lunettes, recevoir correctement le client, répondre à ses besoins visuels. C'est ça qui est la priorité. Faites déjà ça très bien, faites-le parfaitement. Je dirais, aidez votre client à avoir une vue parfaite et les choses iront d'elles-mêmes. Moi, c'est un peu la stratégie sur laquelle nous, on s'est basé. On a essayé de toujours faire le mieux et le meilleur pour nos clients. C'est une stratégie qui est très simple. On n'a pas de concept. Peut-être que c'est un concept de vouloir faire de son mieux, mais sinon, on n'a pas de concept sur les prix, sur les tarifs, sur moins X%, moins choses. Bon, si certains veulent mettre les yeux des clients en promotion, nous, on essaie de les équiper pour le mieux. Merci M. Tanoé de nous avoir reçus pour cet entretien. Vous êtes la bienvenue. Bonne continuation à vous. Merci Bibi. C'est ici que s'achève notre grand format consacré au métier de l'optique en Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez pris bonne note, que vous ferez bon usage de ces conseils. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce numéro du grand format a été réalisé par Jacques Junior pour Exclusive Media.
Alors, on le disait tout à l'heure, tu es producteur télé, tu es acteur. Est-ce que c'est facile de passer d'une casquette à une autre? Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Comment tu gères? Alors, je laisse au réalisateur le soin de me guider. Je laisse au réalisateur le soin de me dire ce que je dois faire, comment est-ce que je dois me positionner et tout ça. Bon, sur les textes, j'essaie de les travailler au mieux, de travailler le gestuel, de travailler le regard. Et je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Et voilà, là, cette partie-là, je laisse ça au réalisateur. Quand je présente aussi une émission de télé, je laisse le soin au réalisateur de me guider, de me dire ce que je dois faire. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour la première saison d'Un café avec ta série à succès? Alors, c'était d'abord une télé-réalité qui, au fil du temps, est devenue une série. La première difficulté, c'était qu'en fait, je me suis fait descendre par la presse sénégalaise. Je me suis fait mater par la presse sénégalaise parce que c'était du nouveau. Et ils n'avaient pas compris. 2 ans ou 3 ans plus tard, que j'ai été félicité. Eh bien, dis donc. C'était très, 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 très difficile. Les femmes ne m'ont pas pardonné. J'imagine. Les journalistes ne m'ont pas pardonné. Et quand, à l'heure de la diffusion, à 14 h, quand on diffuse Un café avec à Dakar, alors que personne ne circule dans les rues de Dakar, c'est là où je peux me pavaner dans les rues tout seul pour dire, tiens là, ça y est, la mayonnaise a pris ou ça a moussé. Tout à fait. Et voilà quoi. Et véritablement, c'était très difficile. C'était très, 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 très dur. Et au fur et à mesure, les gens ont compris que tout ça n'était qu'un jeu en fait. N'était qu'un jeu et que la femme ou les jeunes filles, les belles jeunes filles qui étaient à côté de moi n'étaient pas des nanas à moi voilà. dans la réalité. Et voilà, c'était là le plus difficile et le plus dur où les journalistes, des fois les hommes religieux, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on parle de mariage ou qu'on titille le mariage qui est sacré à la télé et tout ça, dans un faux. Mais tu comptes continuer justement ta série? Oui, j'ai la continuer, mais je devais me reposer un tout petit peu parce que de 2010 à 2015, au 23 janvier 2015, j'ai diffusé cette série dans le Sénégal et c'était très difficile. Aujourd'hui, quel est ton leitmotiv, Oups? Faire plaisir à chaque Sénégalais, faire plaisir à l'Afrique, travailler. Comme le disait l'ancien président, toujours travailler. Beaucoup travailler. Il n'y a que ça qui est vrai. Et il n'y a que le travail qui paye. C'est vrai. Il n'y a que le travail qui paye. Il faut. Et ne jamais sous-estimer les petits boulots. Ne jamais sous-estimer les petits boulots. Franchement, il n'y a pas de son métier pour moi. Pas de son métier. Et quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Écoutez, je dois d'abord servir un groupe, un grand groupe de presse. Dans le groupe Futur Média, nous avons une radio, une télé, un site internet et un journal L'Observateur. Et nous sommes au top. Nous allons lancer en 2017 une nouvelle station de radio. Une nouvelle station de radio, mais vraiment très branchée, parce que la première radio Fen l'Info, nous allons lancer une radio musicale. Et je suis le directeur de cette radio. Désigné pour le faire. Directeur de cette radio. J'ai porté le projet, les studios sont terminés et il reste à lancer cette radio. Donc voilà, j'y suis, j'ai travaillé avec les équipes du groupe Futur Média. En 2017, nous allons lancer la nouvelle radio musicale du groupe. Ça vient et ce sera une nouvelle radio assez spéciale. Voilà, et je vais lancer cette radio-là avant de faire autre chose. Je vais lancer la radio, guider la radio, accompagner cette nouvelle radio-là
Et puis après, je ferai relancer aussi un café avec en 2017. Et après, on va voir dans 2 ans si on va prendre une petite retraite ou on va se reposer à Hawaï ou à Los Angeles ou à Yamoussoukro ou à Abidjan. Merci. Alors Boubs, c'est ici que s'achève malheureusement notre émission. Ça a été un J'ai plaisir. adoré partager ce moment avec toi, avec nos téléspectateurs. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci. Et nous te disons à bientôt. Merci. Ça a été un plaisir pour moi. Et je ne suis pas encore venu à Abidjan, mais je viendrai manger du attiéké. Je viendrai à Abidjan découvrir la ville dont tout le monde parle, qui avance à grands pas. Là où descend le A380 Oui. et qui ne descend pas encore à Dakar. Vous voyez que je connais un peu. Ah oui, quand même, quand même. J'adore la Côte d'Ivoire et rendre un vibrant hommage à M. Alassane Ouattara et à toute la Côte d'Ivoire. Vous savez, Alassane Ouattara, nous l'avons connu ici en tant que directeur de la Banque centrale Tout à fait. des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des chansons qui parlent de lui ici. Au Sénégal. Yaudal, Mandal, Alassane Ouattara. Yaudal, Mandal, Sekholbi, lalala. On parle beaucoup de lui ici. Et les Sénégalais sont fiers de lui parce qu'il a travaillé ici et tout ça. Véritablement, j'adore la Côte d'Ivoire. J'adore ces joueurs de football et je félicite chaque Ivoirien. Et vous faites trop vite là. Attendez Dakar un peu là. Merci. Merci Boubs. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.